Française, Français, le général de Gaulle est mort. Le lundi 9 novembre 1970, Charles de Gaulle décède dans sa résidence de Colombey-les-Deux-Églises, à quelques jours de son 80e anniversaire et tandis qu'il rédigeait ses mémoires d'espoir. Le général, qui ne souhaitait pas d'obsèques nationales, est enterré le 12 novembre en toute intimité. De quelle façon les Françaises et les Français sont-ils touchés par la disparition d'un homme qu'ils avaient décidé d'éloigner du pouvoir plus d'un an plus tôt, lui signifiant leur lassitude ? Les réponses à ces questions se trouvent dans plusieurs cartons gris, fermés par un ruban et conservés précieusement dans les caves de la Fondation Charles de Gaulle. Imprégnés d'une vieille odeur de papier, des milliers de lettres de condoléances, de cartes illustrées, de poèmes, de dessins d'enfants, tous adressés à Yvonne de Gaulle, restée seule à Colombey-les-Deux-Églises, reposent là et témoignent à jamais. L'ensemble de ces courriers ont été analysés et en partie publiés par Frédéric Neudufour dans le livre La France pleure de Gaulle aux éditions de La Nuée Bleue. Retrouvez-nous pour une série de 10 épisodes avec la collaboration de Radio Judaïka Strasbourg et le soutien de la région Grand Est. Au sein des cartons conservés à la Fondation Charles de Gaulle se trouvent les messages de nombreuses personnes qui ont connu de Gaulle de près ou de loin, qui ont travaillé avec lui au quotidien ou l'ont rencontré en une seule occasion, qui faisaient partie de ses proches ou qui auraient aimé en faire partie. Toutes évoquent leur proximité avec lui, mettent en avant un point commun, se rapprochent du défunt par l'évocation d'un souvenir personnel qu'elles ont partagé avec lui. Beaucoup de correspondants ont fréquenté le général au cours de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale. D'autres l'ont connu sous la Ve République. Leurs témoignages, parfois anecdotiques, parfois plus consistants, apportent un regard inédit sur certains épisodes de la vie de Charles de Gaulle. Parmi les figures les plus connues ayant côtoyé le général figurent plusieurs de ses anciens ministres. Les télégrammes d'Alain Perfit, d'André Borde, d'André Bettencourt se trouvent dans les archives parmi beaucoup d'autres ministres. Certains, visiblement émus, ressortent des souvenirs personnels, comme Bernard Chenot. Mon fils Alain que vous avez avec le général entouré de sollicitude quand il eut, alors que j'étais garde des Sceaux, un si grave accident m'a conduit le 12 novembre à Colombey. Robert Gallet, officier dans la 2e DB, compagnon de la Libération, rappelle dans un long télégramme combien son destin est lié à celui du général. C'est avec la plus douloureuse tristesse que je viens d'apprendre la mort brutale du général de Gaulle. Il fut avant tout pour moi le chef vénéré de mes années de jeunesse. Ma fierté aura ensuite d'avoir été choisie par lui, me permettant ainsi de le servir à nouveau dans son gouvernement. Son exemple quotidien m'a marqué si profondément qu'il inspirera à jamais mes actions. Je vous prie de bien vouloir accepter, madame, l'hommage ému du respect et de la sympathie de l'un de ses compagnons qui ne souhaite que demeurer fidèle au message exigeant qu'il nous a laissé. Yves Guéna, lui aussi ancien Français libre, prend la plume pour exprimer sa reconnaissance. J'ai rejoint le général dès le premier jour en 1940 et il m'avait fait le très grand honneur de m'appeler à son gouvernement. J'ai toujours et je conserverai toujours une pieuse gratitude de nous avoir sauvés du déshonneur et rendu la fierté d'être Français. Dans l'alias des courriers emblématiques se trouve aussi le courrier émouvant de Pierre Mendès France. Il y a quelques jours à peine, j'écrivais au général de Gaulle qu'aucune circonstance politique n'avait effacé le souvenir et la gratitude que j'ai toujours conservés au libérateur de la patrie. C'est vous dire la douloureuse émotion que j'éprouve aujourd'hui. Tout au long de sa vie militaire,
De Gaulle a eu l'occasion de croiser de nombreux officiers et sous-officiers. Ils sont nombreux à écrire à sa veuve et à faire revivre pour elle les heures d'autrefois, en les parant souvent, a posteriori, d'un caractère exceptionnel. Ces fragments de vie permettent de relire le parcours de Charles de Gaulle depuis ses années de jeune officier. Plusieurs anciens combattants de la Première Guerre mondiale apportent des témoignages inédits, crédibles, quoique difficilement vérifiables. Le docteur Johann Daubresse, installé boulevard Voltaire à Paris, offre le récit le plus ancien de tous. À Dinan-sur-Meuse, le 15 août 1914, dans les fosses des fortifications, j'ai été, en tant que médecin auxiliaire du 33e régiment d'infanterie, chargé par le médecin-major Mao d'extraire une balle allemande entrée malencontreusement dans l'épaule du lieutenant Charles de Gaulle. Votre mari, madame, stoïque comme toujours, avait refusé l'appoint d'un anesthésique local pour cette intervention. C'est sans le moindre signe apparent de souffrance qu'il m'a permis d'achever ma tâche rapidement. Sa poignée de main et une cigarette en remerciement m'avaient depuis lors uni à lui. J'ai suivi, comme tous les Français, dans une admiration sans cesse accrue son évolution merveilleuse, chaque fois qu'il lui fut donné d'incarner la France, et j'étais très fière de savoir que la Providence avait accordé à ce représentant de ma province natale les charges successives qui permettaient à la France de devenir ce qu'elle avait toujours été, le symbole de la liberté pour le monde entier. Votre mari, madame, avait eu un jour l'extrême amabilité de me recevoir à la boisserie, sans préalable demande de ma part, pour converser avec moi des circonstances où, pour la première fois, le 33e d'infanterie avait été en présence de la garde impériale allemande. À chaque circonstance où Charles de Gaulle s'était signalé à l'admiration du monde, je m'étais autorisé à écrire à mon ancien lieutenant toute la profonde émotion qui était mienne. C'est vous dire combien sa disparition soudaine a pu me causer, comme dans le cœur de tous les Français, une peine infiniment profonde. Permettez-moi, madame, dans mon émotion intense, de vous assurer de mon total attachement au souvenir de votre époux, tout en vous priant humblement d'agréer mes condoléances les plus profondément émues. L'exactitude du récit est tempérée par le fait que le docteur se trompe de localisation pour la blessure. Le 15 août 1914, c'est à la cuisse que le lieutenant de Gaulle fut frappé par une balle ennemie et non à l'épaule. Yvonne Panon, elle, témoigne indirectement de la captivité de Charles de Gaulle entre mars 1916 et décembre 1918. Comme des millions de Français, j'ai été atterrée quand ce matin j'ai appris la mort du général. Mais à une peine s'en ajoutait une autre, celle de perdre celui dont l'amitié n'avait jamais cessé de témoigner à mon mari sa fidélité en souvenir du Fort Neuf. Ce fort, situé à Ingolstadt, regroupait les officiers prisonniers de guerre qui s'étaient distingués par une ou plusieurs tentatives d'évasion. De Gaulle y passe de longs mois. Je n'ai pas oublié non plus la lettre si pleine de délicatesse et de compréhension que le général m'a écrite après la mort de mon mari. Elle a été pour moi un très grand réconfort. Soyez assurés que je prie pour lui et que je suis près de vous par la pensée. La très grande majorité des courriers, cependant, concerne la Seconde Guerre mondiale, moment où de Gaulle sort de l'anonymat, devient un personnage historique et focalise l'attention du public. Plusieurs lettres font référence à la période qui précède et à la drôle de guerre, sorte de prodrome de l'appel du 18 juin. J'ai eu l'honneur de servir sous ses ordres, alors qu'il commandait le 507e régiment de chars à Metz en 1937. Mes camarades sous-officiers et moi-même comprîmes spontanément que nous avions un très grand chef. J'eus la joie par ailleurs de recevoir ses vœux personnels qu'il voulut bien nous adresser à l'occasion de notre mariage. Nous conservons précieusement cette lettre ainsi que la médaille sportive qu'il me remit personnellement en juillet 1939. En mai 1940, il nous mène au combat. Le 17, nos chars, ses chars, se battent, avancent. C'est la bataille de Montcornet. Le 9 juin, le colonel nous rassemble. Après de durs combats, il nous remène aux croix de guerre. Ce jour-là,
Il nous quitte pour prendre la destinée de la France en main. Puis la défaite. Nous savions que la France retrouverait sa grandeur et sa gloire. Nous avons eu ce privilège d'avoir comme chef celui qui libérera la patrie. Pour ces militaires, le président de la République est resté le chef de guerre qui a marqué leur jeunesse du sceau de l'épopée. Les exemples de cette fidélité d'armes sont innombrables, comme dans la lettre de cet ancien FFL. J'aurais aimé accompagner à sa dernière demeure celui qui fut mon chef pendant la guerre. Mais, ayant été gravement malade, toutes les émotions me sont nuisibles. Les mots me manquent pour dire ce que je ressens. Je voudrais me présenter. J'avais en 40 presque 20 ans, et à l'appel du général, je décidai de le rejoindre. Avec quelques camarades, j'arrivai à Plymouth le 24 juin 1940. Je signai l'acte d'engagement numéro 308 et fus démobilisé le 1er juillet 1945. La sœur d'un général écrit ceci. Son appel en ravivant l'espoir a permis à ceux qui l'ont suivi de servir la France comme ils y aspiraient. Permettez-moi, madame, de vous exprimer avec mon admiration pour le général ma respectueuse sympathie dans la dure épreuve qui vous atteint. Des anciens résistants expriment à leur tour leur émotion. Veuillez trouver dans ces quelques mots l'expression des sentiments profonds qui ont toujours animé ceux qui depuis toujours et en toute occasion sont restés les fidèles de votre mari, le général de Gaulle. Nous, du réseau Action, avons toujours cru en lui, le lui prouvant chaque fois qu'il était nécessaire. Nous nous associons aujourd'hui à l'immense peine qui est vôtre. Nous voulons vous exprimer en notre nom et au nom de tous nos camarades du réseau cette peine que nous partageons avec vous. Croyez qu'il restera toujours présent en nos cœurs comme notre chef bien-aimé. Une Parisienne raconte à son tour. Il me revient le souvenir de mon père lors de la Libération, se trouvant sur la place de l'Hôtel de Ville. Il courait, criant et répétant malgré la fusillade « Le général de Gaulle est vivant, je l'ai vu, il n'a pas été atteint !» Ma chère mère, qui ne voyait plus, me disait avant d'aller voter « Ma fille, regarde bien, ne te trompe surtout pas de bulletin. Je veux que nos voix soient pour le général de Gaulle. » Israélite, j'ai perdu mon mari à Auschwitz. J'ai toujours vénéré le général de Gaulle, car j'aime mon pays, la France. Un autre homme se souvient. Mon père avait suivi l'exemple de l'honneur que lui avait montré le général de Gaulle. L'honneur, le dévouement, le devoir. 3 mots simples mais si difficiles à réaliser. Voilà ce que le général de Gaulle, mieux que tout autre, a su mettre en valeur. Je possède une lettre de mon père dans laquelle il nous disait à mon frère et à moi-même qu'il acceptait son destin pour que ses fils n'aient pas à subir ce qu'il subissait. Ce père aimait tellement ses enfants qu'il leur a donné sa vie, sans connaître sa fille née 3 mois après qu'il fut tué. C'est au nom de ce père que je veux rendre hommage à cet homme sublime que fut votre compagnon de vie, Charles de Gaulle. À son tour, un ancien déporté raconte. La première fois que j'ai entendu le nom du général de Gaulle, j'étais dans un camp de prisonniers en Allemagne, où je suis resté malgré plusieurs évasions 5 ans. Ce nom-là était un grand réconfort pour nous, et quand nous l'entendions par des camarades qui travaillaient dehors et qui quelquefois avaient pu écouter la radio de Londres, c'était une ruée pour écouter les bonnes nouvelles. Il était souvent dans nos pensées de prisonniers et était notre grand espoir, et nous avions inventé une chanson qu'on se réjouissait de chanter aux sentinelles allemandes, et les 2 dernières lignes du couplet étaient « Avec les Français autour de De Gaulle, t'as le bonjour ». En Allemagne, il était notre espoir, et il l'a été en France. Une sœur installée au Caire témoigne ainsi. Le général de Gaulle et Leclerc étaient venus tous deux, après notre inscription à la France libre, solliciter nos prières pour leur périlleuse et patriotique entreprise s'enquérir de nos moyens de subsistance et nous faire broder des fanions, travail auquel j'ai eu la douce et fière joie de participer. À ces visites, tous deux passaient avant ou après un long moment en prière dans une chapelle devant le Saint-Sacrement exposé. On compte d'autres correspondants,
et c'est même la majorité d'entre eux qui cherchent à établir un lien entre eux et le défunt, par des biais plus ou moins probants. Une femme se rappelle lui avoir offert un bouquet de fleurs lors d'un voyage officiel alors qu'elle avait 5 ans. Un avocat a gardé précieusement une réponse écrite que lui envoyait De Gaulle. D'autres avaient leurs enfants dans la même école que les siens. Petite fille, j'avais eu la joie de le rencontrer, accompagné de mon père. Je me souviens. Le général m'a appelée poupée mignonne. En hommage au général, hier à 15h, j'ai monté dans le clocher de notre vieille église abandonnée. Et dans ce pays isolé, au milieu des bois, les rares habitants auront été surpris d'entendre le glas. J'étais le petit électricien de la maison Dufour, qui début mai 1958 et le 24 décembre 1959 eut l'honneur à la boisserie de réparer votre machine à laver Vestal Connor. Je suis maintenant ouvrier dans une centrale atomique. Je me souviendrai toujours de votre simplicité et de votre gentillesse. J'avais 12 ans et demi et le général était en visite à Saumur. J'étais sur les épaules de mon papa et le général m'a serré la main en me disant « Grandis vite pour devenir un homme ». J'étais réfugié à Paimpont en 1940, pays natal de ma grand-mère, et j'ai été en relation à cette époque avec la mère du général, car ma grand-mère était réfugiée avec Madame Henri de Gaulle à la maison des religieuses. Je me rappelle toujours ces paroles de la bonne Madame Henri. « Mon fils sauvera un jour la France ». Puis Madame de Gaulle est décédée. Elle a été inhumée dans le petit cimetière de Paimpont, où j'allais régulièrement déposer des fleurs et me recueillir sur sa tombe pieusement. Je me souviens d'une gerbe de roses que ma nièce, âgée de 5 ans à l'époque, lui offrit en 1946, lors de l'inauguration d'un monument élevé à la mémoire des membres du maquis de Sévol tués au combat, et qu'il a prise dans ses bras, l'a embrassée et lui a dit « Ce sera pour Madame de Gaulle ». Je n'ai pas oublié, et les paroissiens non plus, que le général de Gaulle, et vous-même, madame, vous êtes les parrains et marraines d'une cloche de notre église consacrée le 12 juin 1946. Cette cloche glorieuse, votre filleule, a égrené les tristes notes du glas du général. Un abbé, neveu du général à Saint-Michel-sur-Orge, écrit « Ma tante, il y a 3 années, l'oncle Charles avait eu la délicatesse de m'aider par un don généreux et qu'il m'avait prié de garder secret à la construction de mon église paroissiale. Je m'apprêtais à lui faire part de la bénédiction de cette église quand la brutale nouvelle de son décès m'est parvenue. » Le maire de Tournan-en-Brie témoigne. Notre commune, placée sur le parcours aérien de Paris à Colombey, a entendu pendant 10 ans le bruit devenu familier des hélicoptères et s'inquiétait lorsque l'heure de passage était inhabituelle, pressentant un événement grave. Un docteur en sciences à Namur, en Belgique, se souvient à son tour. Je garde et garderai toujours le souvenir du général de Gaulle, alors colonel, quand j'ai eu l'honneur de le rencontrer à une réunion de parents chez les mères de Notre-Dame de Sion, où votre fille aînée, Élisabeth, était condisciple de la mienne. C'était, je crois, en 1937. Cet homme, taciturne, qui dominait d'une tête tous les invités, semblait absent. On aurait pu croire que son esprit était ailleurs et qu'il imaginait déjà le sort qu'allait connaître cette jeune génération. Un avocat à Beauvais raconte. En avril 1958, poussé par le sentiment autant que par la raison, j'écrivais au général de Gaulle que s'il ne revenait pas aux affaires, la France allait sombrer, et définitivement. J'ajoutais que je serais à ses côtés, à mon modeste rang de citoyen, s'il revenait. Je m'honore d'une réponse manuscrite du général à cette lettre. Un antiquaire parisien témoigne lui aussi. Du 14 juillet 1940 jusqu'à ma démobilisation en 1945, d'abord à Carlton Gardens, puis sur le Western Land, enfin à Radio Brazzaville, j'ai exercé mes fonctions sous l'œil sévère du général. Après la libération, mes camarades de Radio Brazzaville et moi avons retrouvé tant bien que mal notre place dans la vie civile. Un Tunisien raconte à son tour. Je garderai un souvenir particulier, celui d'une rencontre où j'avais eu le grand honneur de vous être présenté. C'était à l'Opéra Comique en 1964.
on jouait Péléas et Mélisande. Le général m'avait adressé quelques mots que je n'oublierai jamais. Et à la fin de la conversation, il m'avait lancé « Croyez-moi, jeune homme, c'est bien mieux d'avoir 18 ans. » Que le général, qui était bien le plus jeune d'entre nous, soit remercié pour avoir donné à ma jeunesse la France de paix et pour avoir fait en sorte que nous soyons fiers de la France. Ceux qui ont œuvré dans l'entourage du couple de Gaulle témoignent eux aussi. C'est aujourd'hui dans le recueillement que nous pensons à la période où, moi-même étant affecté à l'état-major particulier, nous avons eu souvent le privilège d'approcher le général et de bénéficier de son rayonnement et de sa bonté. Cette bonté qui venait encore de se manifester puisque le général m'avait fait le très grand honneur de m'adresser son dernier livre dédicacé. Madame, avec notre très grand chagrin, nous vous demandons de croire à notre profond respect et à notre dévouement. Profondément ému par le deuil qui vous frappe, je vous prie d'accepter toutes mes bien vives condoléances pour vous et votre famille, et croire à tous les souvenirs que je garde des heures passées auprès de vous m'occupant de vos robes aux temps heureux de la maison J. Hein. Ayant toujours eu une grande admiration pour le général, je vous renouvelle toute ma peine avec l'assurance de mes sentiments dévoués. Neveu du maréchal Joffre, j'ai eu l'honneur de vous accueillir à Louvciennes lorsque le général de Gaulle et vous-même avez manifesté le désir de vous recueillir sur la tombe de mon oncle. Je prends une immense part à votre épreuve, et je sais d'expérience combien peut être grand le déchirement qui est aujourd'hui le vôtre. Vous saurez du moins, vous et les vôtres, trouver dans la certitude de revoir en esprit la force de vous incliner devant l'inacceptable, et dans le souvenir de celui qui vous quitte, le courage de poursuivre votre propre chemin. À 5 ans, j'ai eu l'honneur d'être embrassé par le général de Gaulle. Je venais de lui remettre un bouquet de fleurs lors de sa visite à Lorient. Ému et impressionné, je fondis en larmes et n'en gardai qu'un souvenir confus. J'ai maintenant 31 ans bientôt. Comme je l'ai griffonné avenue de Breteuil, je conserverai une reconnaissance éternelle au général de Gaulle qui nous a tant donné. J'avais 15 ans le 18 juin 1940. Que serions-nous devenus sans l'immense espoir qu'il nous apportait? Grâce à lui, nous supportions cette horrible occupation, car nous savions que le général nous rendrait la liberté. Il a tenu magnifiquement sa promesse. Donner l'espoir et la liberté à un peuple. Mais par surcroît, il nous donnait tout au long de sa présidence immense la fierté d'être français, puisqu'il était notre premier Français. Son courage dans les heures très dures traversées par notre pays, le vôtre, madame, vous, qui ne l'avez jamais quitté lors de ses voyages à l'étranger ou en France, quel exemple pour nous, pour notre fils que nous avons élevé dans le culte du général. Mon mari connut le grand privilège d'appartenir à 2 cabinets ministériels entre 1964 et 1969, et spécialement au cabinet de Monsieur Capitan. Nous eûmes donc la fierté et l'émotion d'être présentés au général et à vous-même, madame. Quel souvenir précieux, quel honneur! Nous nous sommes révoltés le 27 avril. Mais aujourd'hui, je remercie le ciel d'avoir donné ce temps de répit familial et de méditation à celui qui a tant fait pour la France. Grâce à ce trop court laps de temps, il nous a livré une partie qui n'en sera que plus précieuse de ces extraordinaires souvenirs. Madame, pardonnez la liberté que j'ai prise de vous écrire. J'éprouvais intensément le besoin de vous dire mon chagrin, mon désarroi devant la disparition de celui qui incarna toujours la France à mes yeux. Et puis, je voulais vous dire aussi essentiellement combien ma pensée se trouve très respectueusement près de vous dans le grand vide de la Boisserie, sous ce ciel gris et triste. Vous n'avez certainement pas oublié la visite faite avec votre grand disparu en 1948 à Saint-Malo, mais sans doute après tant de temps, ne vous souvenez-vous plus du numéro 5 de la rue d'Asfeld dans l'Intramuros. C'est au rez-de-chaussée de cet immeuble, épargné par le feu et dont mes parents étaient les propriétaires,
qu'avait lieu le repas offert par la ville. Cet étage était alors occupé par un hôtel sinistré lors du siège. Étant donné la trop petite taille du local, on avait demandé à mes parents de prêter quelques pièces de leur appartement à l'étage supérieur, afin que vous puissiez vous reposer et recevoir quelques personnes. Je n'ai pas oublié votre amabilité pour mes parents, ainsi que celle du général, lequel alla, conduit par mon père, sur une terrasse à hauteur des remparts d'où il fut ovationné par des passants. Aujourd'hui, il ne reste plus personne. Mes chers parents et les autres occupants sont tous décédés. Et étant devenu le propriétaire de cet immeuble, en souvenir, permettez-moi de venir vous offrir mes bien sincères condoléances et l'expression de ma gratitude envers le général de Gaulle, pour qui j'ai prié, mais aussi pour vous, madame, sans oublier toute votre famille. Je suis ancienne blanchisserie de l'hôpital Maillot Alger-Bab-el-Oued. C'est comme ça que nous avons connu monsieur le général de Gaulle. Il était venu à mon magasin. Il m'avait rendu un très grand service. J'avais pris un petit garçon de 2 ans, que sa maman était morte de Rodez en France, et il avait personne, il était très malade, et monsieur le général était venu avec un très grand docteur de l'hôpital militaire, et il a demandé à ce docteur de s'occuper de cet enfant, car il était dans un triste état. Et grâce au général, l'enfant a été sauvé, et maintenant il est marié et père de 2 enfants, et plus jamais il a été malade depuis cette date. Je n'ai jamais arrêté de prier pour toute sa famille, ainsi que lui-même, car des souvenirs comme celui-là, on ne l'oublie jamais. Vous venez d'écouter La France pleure de Gaulle. Une série radiophonique de 10 épisodes, inspirée des lettres de condoléances reçues par Yvonne de Gaulle à la mort du général en novembre 1970. Une série d'émissions enregistrées dans les studios de Radio Judaïka Strasbourg et réalisée grâce au soutien de la région Grand Est. Nous tenons à remercier Frédéric Naudufour et les éditions de La Nuée Bleue, la Fondation de Gaulle ainsi que Sibylle Zach-Tréguer. À la technique, Lucas Bringou, Christopher Vac et Michael Lefebvre, avec les voix de Morgane Georges et Lionel Courteau.